Ravi de vous retrouver dans Smart Job, l'émission emploi de Bismart. Bismart, évidemment, notre chaîne expertise, débat, analyse. C'est tous les jours en direct du lundi au vendredi. Dans Bien dans son job, on va faire du yoga. Bah oui, pour se détendre un peu et du yoga dans l'entreprise. On aura une yogiste, je ne sais pas si on dit comme cela, elle sera avec nous dans quelques instants. Working Progress avec les invités de Welcome to the Jungle, quand les salariés deviennent des acteurs du changement. Et puis on parlera aussi de la marque employeur. Et puis dans le débat, le cercle RH, on s'intéresse à l'épargne salariale. Plus que jamais dans l'actualité avec cette crise Covid, il faut libérer l'épargne salariale. Comment faire? On en parlera avec mes invités. Et puis fenêtre sur l'emploi, du recrutement, mais pas n'importe lequel, du recrutement prédictif avec des algorithmes. Oh, le mot fait peur, on en parlera avec l'invité. Mais d'abord le journal présenté par Eva Bensaadi. Bonjour Eva. Bonjour Arnaud. L'expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée s'ouvre à 50 nouveaux territoires. Elle permet de salarier des ex-chômeurs dans un type d'entreprise spécifique au lieu de reverser des prestations sociales. Une initiative lancée en 2017 dans 10 territoires. Une extension sera donc votée aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Sont concernées des communes ou des quartiers de 5 000 à 10 000 habitants. Depuis 2017, plus de 1 000 personnes sont sorties de la privation d'emploi. L'État contribue à hauteur de 18 000 € par an et par emploi. Autre dispositif, celui cette fois des défaillances et sauvegardes d'entreprises mis en place pendant le confinement. Il sera finalement reconduit pour 1 an, soit jusqu'à fin 2021. Le gouvernement a déposé un amendement au projet de loi sur la simplification. Le but, accélérer le traitement des dossiers en cas d'engorgement des tribunaux de commerce, mais aussi rendre plus accessibles certaines procédures comme la conciliation. Il s'agit de mettre de l'huile dans les rouages selon Bercy. Il faut à tout prix atténuer la vague de faillite attendue dans l'Hexagone. Selon une étude Altares, la moitié des procédures de sauvegarde permettent d'obtenir un plan de continuation d'activité. Seulement un quart des redressements judiciaires le permet. Et enfin, les signaux sont positifs pour l'apprentissage. C'est ce qu'a annoncé hier lors du salon Jeunes d'Avenir la ministre du Travail, Elisabeth Borne. Les embauches de jeunes en alternance pourraient être aussi élevées en 2020 qu'en 2019. Pour rappel, 2019 est une année de record historique. 370 000 contrats ont été conclus, soit une hausse de 16%. Pour 2020, les premières remontées sont encourageantes, rajoute la ministre. À ce stade, CMA France, les chambres d'artisans, laissent à penser que le quota normal de 100 000 jeunes en contrat sera atteint en décembre. Les chiffres des compagnons du devoir et des maisons familiales rurales sont également encourageants. Faire comme en 2019 est à notre portée, a-t-elle affirmé. Les entreprises peuvent compter pour embaucher les primes prévues par le plan jeune du gouvernement. 5 000 € pour un mineur, 8 000 € pour les plus de 18 ans. Bien dans son job. Et alors là, justement, bien dans son job, on va être bien dans cette rubrique parce qu'on va faire du yoga. Oui, du yoga, mais pas chez nous, pas dans une salle, dans l'entreprise. Anne-Charlotte Vuccino, merci d'être avec nous. Alors, j'ai lu là dans l'introduction de votre livre qu'on pouvait dire yogiste, donc j'ai pas dit de bêtises. Vous êtes yogiste, vous avez créé une société de yoga qui vient en entreprise pour donc proposer des formations, des cours de yoga. Très brièvement pour vous présenter, parce que dans l'introduction, vous le dites, vous n'êtes pas une sportive de haut niveau, vous n'aimiez pas le sport, vous étiez dans l'humanitaire. Un motard vous renverse, votre jambe est brisée, et puis vous vous trouvez à souffrir terriblement, et c'est le yoga qui vous sauve. Oui, exactement. J'ai découvert le yoga pendant ma rééducation, alors que moi, je venais d'un milieu très corporate. J'avais étudié à HEC, je faisais du conseil en stratégie, j'étais derrière un écran toute la journée. Et je me suis rendu compte que ça avait des bienfaits thérapeutiques absolument fabuleux sur moi. Et que donc tous ceux qui étaient autour de moi et qui travaillaient eux aussi assis toute la journée devant un ou plusieurs écrans, eh bien ça pouvait leur être effectivement énormément bénéfique. Donc j'ai créé Yogist, cette entreprise et cette méthode, pour apporter le yoga auprès de ceux qui n'en feraient jamais. Oui. Well at work, bien au bureau, de manière à pouvoir le proposer, j'imagine, dans des pays étrangers, j'imagine. Oui, on est au Brésil, on est au UK, on est à Singapour, mais le principe, c'est vraiment que ça soit du yoga corporate, c'est-à-dire adapté au PDG, au comité de direction, mais aussi aux usines, aux open space, à tous ceux qui n'en feraient jamais autrement. Pour ceux qui nous regardent, c'est le yoga en costume cravate ou en tailleur. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de se mettre en jogging dans un vestiaire qui sent mauvais. On reste habillé comme on est. Non, mais pour être concret. Vous restez à votre poste de travail, vous restez habillé. Il n'y a pas de chakra, il n'y a pas de sanskrit, il n'y a rien de bizarre. Et surtout, zéro contrainte logistique, zéro équipement. Vous restez sur votre siège. Ce sont des micro-mouvements pour prévenir les troubles musculo-squelettiques, les tensions liées à la posture assise prolongée et au travail sur écran. Et puis surtout pour gérer le stress et l'énergie
pendant sa journée de travail, et pas seulement une fois qu'on en est sorti ou le week-end quand on a tout le temps de faire des loisirs. Alors Anne-Charlotte, comme je n'ai pas de retour de temps, je ne sais pas combien de temps va durer notre interview, donc je vais la laisser durer peut-être 1 heure, peut-être, je ne sais pas. Je sais qu'on va faire la position du chat, mais avant qu'on puisse s'exercer, pour qu'on voit concrètement que même dans un studio télé, d'ailleurs Mathieu Amaré qui est avec nous fera cette position du chat, on le fera ensemble. Qu'est-ce que ça procure le yoga? Je lisais dans votre livre qu'une fois que vous êtes passé au yoga, vous avez aussi modifié l'arrêt de la viande. J'ai l'impression que le yoga modifie profondément son intérieur. Le yoga et la méthode qu'on développe, c'est vraiment pour changer notre hygiène de vie et notre hygiène de vie au travail, dans nos vies modernes et dans le travail qui prend aujourd'hui la majorité de notre temps. Et encore plus depuis le confinement, on est devenus des sédentaires, on est toute la journée sur notre chaise ou sur notre canapé, on jongle d'un écran à un autre, on ne fait plus suffisamment de sport, on ne respire plus avec le masque. Et tout ça, c'est extrêmement délétère à la fois pour la performance individuelle, parce que quand vous ne respirez pas, votre cerveau ne peut pas fonctionner normalement. Et puis quand vous êtes assis toute la journée sans exercice, vous allez avoir mal au dos, vous allez avoir des sciatiques, des lombalgies, des torticolis. Et ça, c'est la première cause d'absentéisme dans les entreprises. Et vous savez très bien que dès que vous avez mal quelque part, bizarrement, vous n'êtes pas en état de bien travailler et vous êtes beaucoup moins réactif et performant. Okay. Donc le yoga, c'est la prévention de tous ces troubles liés au travail à l'ère du tout digital. Vous dites que ceux qui en ont besoin, c'est ceux qui ont le moins de temps pour consacrer du temps à du sport, à des activités. Vous avez des blocages, vous avez des freins, c'est-à-dire que c'est sur la base du volontariat, il y a un petit mot qui passe sur l'intranet de l'entreprise, le yogiste est là, rendez-vous salle B12, comment ça se passe? Alors, on peut faire beaucoup d'interventions de sensibilisation par surprise. On fait des sessions nomades dans les open space, on va voir les collaborateurs à leur poste de travail pour leur montrer la bonne posture assise, l'exercice pour protéger leurs yeux, pour prévenir la tendinite de la souris, sans qu'ils nous aient vu arriver. Et en général, c'est comme ça qu'on arrive à vaincre les résistances. On fait beaucoup d'interventions pendant des événements, des séminaires internes où on n'est pas du tout attendu, où personne n'est au courant. Et là, on arrive à rattraper les hommes, je caricature, mais depuis 40 ans en costume, qui ne seraient jamais venus sur la base du volontariat. On fait de plus en plus de formations de managers et de relais QVT en entreprise. Et surtout, on utilise le digital pour aller accompagner tous les collaborateurs. Donc, on a un chatbot qui vous fait bouger, qui vous fait respirer au moins une fois par jour. Vous avez un chatbot sur votre chaise, oui. C'est-à-dire qu'un collaborateur a comme ça régulièrement des petites informations, attention à la posture du dos, redresser les lombaires. Il va vous rappeler, toc toc, ça fait 2 heures que vous travaillez sur votre écran, ça suffit, il faut faire une pause. Où est-ce que vous avez mal? Est-ce que vous êtes fatigué ou plutôt stressé? C'est génial. Est-ce que vous êtes tout seul ou est-ce qu'il y a du monde autour? On va rester discret. Et sur la base de ces 3 questions, le chatbot vous pousse un exercice en 2 minutes que vous faites comme ça sur votre siège sans rien changer. Bon, sans rien changer. Vous m'avez mis l'eau à la bouche, vous m'avez dit, il est possible là, dans ce studio, comme dans un bureau, de faire des postures. Alors je vous ai dit, mais je vais devoir comme ça faire des mouvements au sol. Vous m'avez dit, pas du tout. Vous m'avez dit, on va faire le chat. Le chat, c'est quoi? Le chat et la vache, c'est une posture de yoga classique. Il faut faire le chat quand même. Oui, mais vous allez voir qu'on va le faire avec les deux. Parce qu'en gros, c'est une alternance de flexion avant du dos et de flexion arrière. La flexion avant, c'est celle qu'on fait sans s'en rendre compte, qu'on est toute la journée devant un ordinateur. Et qu'on se recroqueville. Exactement, les épaules dans les oreilles. La flexion arrière, ça vient compenser les tensions liées à ce voûtement qu'on a de manière très peu naturelle. Et ça va venir étirer les muscles le long de la colonne vertébrale et vous permettre de, en plus, mieux respirer. Donc c'est le chat et la vache, ça va ensemble et ça peut se faire sur votre chaise. Normalement, on le fait à 4 pattes sur un tapis. C'est pas hyper discret, c'est pas hyper gracieux et vous n'avez pas forcément envie de le faire là maintenant. Donc, on comprend bien qu'il y a 2 possibilités. Je peux faire le chat, donc on va essayer de le faire ici, là. Mais par ailleurs, vous proposez des cours où on déroule son tapis et on fait du yoga d'un autre niveau. Pas du tout. Pas du tout. Non, mais que la méthode yogi, c'est sur chaise dans les entreprises, sans vous changer, sans matériel. Non, mais c'est pour être précis, parce que certains disent j'ai pas envie d'emmener mon sac, j'ai pas envie de prendre une douche. Enfin, c'est un vrai sujet dans l'entreprise. Ça, les gens sont d'accord pour faire du sport, mais pas en avoir les contraintes. Le chat, on commence? Le chat et la vache, on commence. Je vais vous montrer, vous allez simplement vous éloigner un tout petit peu de votre table si c'est possible. Bien et sûr. Vous allez placer les mains sur vos genoux en restant assis. En restant assis, vous me faites peur. D'accord. Simplement, ça va vous bloquer. Alors, les mains, aussi, voilà. Les mains sur vos genoux. Et là, on va tout simplement alterner flexion arrière et flexion avant. Donc, à l'inspiration, vous allez tirer les genoux vers vous, vous allez plier les coudes, rouler les épaules vers l'arrière et vous allez essayer de creuser tout le haut du dos. Vous levez le menton, vous regardez vers le plafond et vous inspirez. Et à l'expiration, vous faites le contraire. Vous tendez les bras, vous allez pousser contre vos genoux, vous allez arrondir le haut du dos, le menton vers la poitrine. Donc ça, c'est le dos du chat. Donc allez-y, poussez vraiment contre vos genoux. On veut voir votre haut du dos s'arrondir. On recommence 2 fois. Inspirez, vous tirez les genoux vers vous, vous creusez tout le haut du dos, vous regardez vers le plafond, vous amenez les omoplates l'une contre l'autre dans le dos.
expirez, Vous savez que allongez les bras. c'est un moment de télévision qu'on vit là quand même. Hein. C'est grandiose. Mais les patrons de l'université d'été du MEDEF l'ont fait. Donc, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Je m'inquiète pas, moi j'adore. Une dernière fois. Vous roulez les épaules vers l'arrière en creusant et en regardant vers le plafond. Si ça tire, si ça craque, c'est parfait, c'est normal. Et en expirant, vous arrondissez le dos, menton vers la poitrine. Et vous regardez vers le sol. Et puis, à l'inspiration, vous roulez une dernière fois les épaules vers les oreilles, vous les rabaissez loin des oreilles et vous pouvez reprendre une activité normale. Oh, je me sens mieux. Comment vous vous sentez, Mathieu? Bien dans mon job. Oh là là, on est bien, on est bien. Et vous ne le savez pas, mais vous qui nous regardez en backstage, comme on dit, il y a Eva Ben Saadi qui a fait aussi les mouvements avec nous. Elle est cachée juste derrière. Ces livres, alors il y a l'application. Le Covid, vous avez pu le surmonter parce que si j'ai bien compris, on nous a dit il n'y a plus d'open space, tout le monde se replie dans ses bureaux. Vous vous êtes dit mais c'est une situation très compliquée pour vous parce que vous avez besoin de ces espaces. Eh ben, complètement. Nous, on venait à la rencontre des collaborateurs dans l'entreprise. Les entreprises étant fermées, comment on fait? Évidemment, on a tout basculé en digital. On avait déjà une application digitale qui s'appelle yogist.io, ce fameux chatbot, depuis 1 an. On en a profité pendant le Covid pour tourner tous les nouveaux contenus, les nouveaux exercices, pour s'adresser aussi à des gens qui travaillent debout, à des gens qui sont dans des usines, à des gens qui sont dans les transports toute la journée. Et c'est du sport santé, hein. Vous y tenez beaucoup. C'est très important ça. C'est très important. C'est pas le sport du sport santé, mais c'est en entreprise. Donc c'est l'entreprise qui l'offre à ses salariés parce que c'est un win-win pour la performance du salarié et pour la performance de la boîte. Donc on a tout transmis en digital et on a sorti le tome 2 de la méthode en septembre. Comme je ne sais pas combien de temps il me reste et je vais en profiter pour présenter vos livres, là on me dit que je suis hors temps, donc il faut bien me le dire dans l'oreille. Comme un yogiste, la méthode yoga pour être bien partout et même au bureau, édition Solar, tome 1, donc celui-ci est déjà sorti. 2016. Il y a toutes les postures qu'on vient de faire, entre autres, et il y en a plein d'autres, il y a plein de photos. Par partie du corps, oui. Et c'est ça, voilà, vous décomposez le corps. Et puis il y a les pauses yogistes, sans E, Anne-Charlotte Vuccino, bouger, respirer, déconnecter, c'est ce que rêvent beaucoup de salariés. Vos routines express pour assurer toute la journée, tome 2. Et il vient de sortir. Il est sorti vendredi, c'est adapté au télétravail, c'est adapté pour les personnes qui travaillent debout, assis, dans les transports. Génial. Avant une prise de parole en public, avant une réunion ou même pendant une réunion d'équipe. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour changer l'ambiance, pour améliorer la concentration et pour garder vos équipes en bonne santé? Vous avez bien raison. Avant le stress d'une prise de parole en équipe devant des collaborateurs, on est souvent stressé. Et c'est vrai que ces postures, cette manière de faire, eh ben, ça peut peut-être aussi améliorer l'aisance à l'oral. Anne-Charlotte Vuccino, j'ai envie de vous réinviter pour qu'on fasse de nouvelles postures parce que c'est intéressant même sur le plan pédagogique de pouvoir en faire quelques-unes. Merci d'être venu sur le plateau et bon vent à vous et à vos collaborateurs parce que vous êtes assez nombreux dans la structure, parce que vous êtes évidemment combien aujourd'hui là? On a formé en fait des intervenants yogis qui interviennent auprès des entreprises et qui forment encore les référents dans chaque organisation pour changer le travail de l'intérieur. Nous sommes très en retard, vous voyez, je suis un présentateur stressé. Je vais essayer de faire la position du chat. Tout de suite, c'est Working Progress. Working Progress. Vous savez, je suis beaucoup plus détendu, Mathieu. Et moi aussi. Vous aussi, vous avez fait la position du chat et de la vache. Working Progress avec les invités de Welcome to the Jungle, c'est intéressant. Aujourd'hui, on s'intéresse à ces salariés qui bousculent les lignes de l'entreprise avec un invité qui est un peu le leader de la marque employeur. C'est même lui qui a déposé la marque en quelque sorte. Le théoricien peut-être. Non, mais on va rester en fait dans les traces du yoga et du bien-être au travail, puisqu'on va s'intéresser à cette fameuse quête de sens et d'utilité qui bouscule les entreprises qui ont du mal à accompagner de plus en plus, voire à comprendre les aspirations de plus en plus pointues de leurs salariés. Et effectivement, on va en parler avec un invité de renom, Monsieur Pitlet, bonjour. Bonjour. Vous avez un parcours fourni, vous avez dirigé plusieurs entreprises. Plus récemment, vous avez monté un espace de coworking qui abrite 3 de vos sociétés, Enoch Consulting, Moodpress, Studio MP2. Mais vous avez aussi écrit plusieurs ouvrages dont le dernier nous intéresse particulièrement. Il s'intitule « La révolution du nom ». Et vous parlez justement de cette quête de sens et d'utilité qui bouscule complètement les codes des entreprises, où vous dites carrément qu'on ait 30 ans, 45 ans, 55 ans, quand on travaille dans une entreprise, aujourd'hui, on veut tout plaquer. On dit non à l'entreprise. Ça vient d'où ? Alors, c'est un phénomène qui est né il y a déjà pas mal d'années, puisque depuis 20 ans, l'organisation des entreprises, je parle essentiellement des grandes entreprises, s'est fortement déshumanisée, tout en maniant beaucoup de concepts à la mode sur l'intérêt porté aux gens, mais il y avait un grand écart entre ce qui est annoncé et ce que l'on vit sur
sous le joug un peu de l'hyper-financiarisation. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui. Il s'avère qu'il y a une accélération depuis quelques années, sous la pression notamment des nouvelles générations, mais qui rallie à elles toutes les générations. Les anciennes. Bien sûr, D'accord. toutes les générations. Donc là c'est important ce que vous dites, parce que on porte à chaque fois, ou en tout cas les nouvelles générations font plutôt l'objet de ce désintérêt collectif. Hein. Vous citez d'ailleurs le mot est fort, l'entreprise objet de désintérêt collectif. Oui. On cite souvent la génération des trentenaires, mais vous dites que c'est la même chose en fait, quand on est quinca, quand on est quadra, Bien sûr. voire à l'approche de la retraite. Et il y a 20 ans, quand j'animais des tables rondes, vous faisiez allusion à ma carrière chez Publicis, quand j'avais une agence qui s'appelait Guillaume Tell, les aînés avaient tendance à critiquer les jeunes, en disant mais quel comportement, c'est des enfants gâtés, etc. Aujourd'hui, c'est fini. C'est fini. Les attitudes des jeunes quant au recul qu'ils sont capables de prendre très tôt par rapport aux organisations et à leur entreprise, eh bien, quelque part, ça influence aujourd'hui les autres générations. Mais ils tuent l'entreprise ? Non, ils ne tuent pas l'entreprise. Ils mettent l'entreprise face à ses responsabilités. C'est-à-dire qu'on est très fort pour draguer les candidats en recrutement. Donc on met en avant plein d'arguments. C'est pour ça d'ailleurs que je suis critique de ce qu'on est en train de faire du concept de marque employeur qu'effectivement j'avais créé et déposé en 98 parce que ça devient de la langue de bois entre guillemets. Toutes les boîtes communiquent avec les mêmes mots. Or ce que les gens veulent, c'est de l'authenticité. C'est ça. Avec les mêmes objets aussi. Vous parlez d'entreprise, club de loisirs. J'imagine que vous faites référence au baby-foot qu'on met dans l'open space juste pour se les donner tongs, le vélo, les hipsters. Mais bien sûr, ces 10 dernières années, à force d'avoir voulu importer le modèle de la Silicon Valley, on est devenu un peu n'importe quoi. On est dans l'air du temps parce que tu as un pouf et une salle de sieste et un baby-foot. Or, c'est pas ça qui donne le sens au travail. C'est pas ça qui réhabilite la réalité de l'individu. Or, aujourd'hui, quel que soit encore une fois l'âge, on veut être aligné sur sa propre vie. Et c'est ça qui est important. Et ça, il faut que les entreprises le comprennent, parce qu'autrement, eh bien, on voit les plus jeunes. Alors là, par contre, c'est très symptomatique des plus jeunes, faire l'entreprise buissonnière. Les milléniums. Exactement. Enfin, vous en parlez beaucoup. Alors, comment faire, Didier Pitlet ? Comment renverser la vapeur quand on est manager ou CEO aujourd'hui ? Alors, dans le bouquin, moi, je mets quelques pistes de réflexion. Je m'appuie beaucoup sur les travaux de Jean-Dominique Sénard sur la raison d'être, parce que la raison d'être est un hymne. Sénard, patron de Renault. Oui, absolument. C'était le rapport Nota-Sénat, tout à fait, qui a tout à été fait, sénatorial en 2018. Oui, absolument, absolument. Ou qui réhabilite pour la raison d'être de l'entreprise, qui finalement est un hymne à la marque employeur. Donc, comment faire ? Faire en sorte qu'on redonne de l'identité aux dirigeants d'entreprise. C'est-à-dire que j'ose parler, moi, de leadership spirituel. Alors, les mots ont du sens, mais le problème, c'est qu'on utilise toujours les mots à mauvais escient en France notamment. Spirituel dans quel sens ? Eh bien, au sens croire en ce qu'on dit. Je veux dire, un dirigeant, c'est centré, quoi. Mais bien sûr, un dirigeant n'est pas qu'un tableau de bord, n'est pas qu'une vision économique. Parce que dans la plupart des postures des dirigeants actuels, il y a toujours une part laissée à l'humain, mais c'est souvent la cinquième roue du carrosse. Or, il faut, si on veut aligner et fédérer les équipes, être fort en économie, fort en humanité. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est réhabiliter le management intermédiaire. Aujourd'hui, les managers, ils sont paumés. Ils sont prisonniers des injonctions paradoxales en permanence. Or, il faut revenir là à du bon sens, à de la simplicité et encore une fois, à de l'authenticité dans le management. Il ne faut pas avoir peur de dire, quand on est manager, que j'aime mon équipe. Le verbe aimer, c'est un gros mot en entreprise. Or, il faut le réhabiliter. On ne peut pas espérer... Mot tout simple. Mais bien évidemment. On ne peut pas espérer, quand on est un grand chef d'entreprise, être suivi si on n'aime pas ses équipes. Mais en amour, il n'y a que des preuves. Donc laissez parler ses émotions. Bien sûr, mais bien sûr, il ne faut pas avoir peur de ces émotions, ça fait partie de la vie. Et puis après, il faut structurer évidemment une marque employeur alignée sur la raison d'être. Encore une fois, contrairement à beaucoup, la marque employeur, il n'y a rien à créer. Si la marque est forte, la marque employeur sera forte. En revanche, il faut donner des preuves de ce que dit la marque concrètement. Et donc bâtir des rites de vie en entreprise. Et moi, je travaille beaucoup sur les enjeux de culture, parce que la culture réhabilite des rites, donne du sens au vivre ensemble. Et puis, il faut accepter qu'une entreprise, quelle qu'elle soit, elle est exclusive. Non, bien sûr, mais elle est complexe, cette culture, elle est par définition diffuse. Aujourd'hui, quelqu'un qui va mettre un baby-foot avec une bonne volonté dans un open space va être taxé maintenant d'être une entreprise bullshit ou quelqu'un qui essaie d'amarrer ses collaborateurs en mettant une chouquette au milieu d'une salle de réunion pour faire mieux passer un message, etc. Comment on fait, comment on résiste à ce discours aussi qui s'inverse ? C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'essaie de faire plaisir à mes collaborateurs, à chaque fois que j'essaie d'apporter un peu de... Il essaie de m'acheter, Oui. Eh bien, la première réponse,
c'est l'implication du top management. Ces sujets que vous évoquez, les chouquettes, le baby-foot, etc., ce pas des sujets RH, c'est des sujets de gouvernance. Or, le problème, c'est que dans... Donc c'est eux la locomotive, hein, c'est Mais vraiment bien évidemment, il faut que C'est l'état-major eux qui infusent, hein. soit uni comme les doigts d'une main sur son ambition humaine. Or, aujourd'hui, mais là, ça ne vaut que ma propre expérience, il n'y a pas d'études sur le sujet, je rencontre rarement des comités de direction unis comme les doigts d'une main. Eh oui. Je rencontre des experts mis dans des silos, le marketing, la finance, l'industrie, Chacun etc. sur son couloir. Exactement. Et en revanche, sur le plan humain, ils n'ont pas une parole commune. Ouais. Ça commence là. Plus vos dirigeants seront alignés sur une parole humaine, plus le baby-foot ou les chouquettes auront du sens. Également. Parce qu'on est profond et on sait que le message derrière, c'est un vrai message. Dans quoi sur des mots qui sont, comme vous disiez, l'amour, la bienveillance, l'écoute, le respect. C'est quoi ce qui structure Alors, ça, le problème, justement c'est que tous ces mots-là peuvent très vite devenir des mots très cyniques. Donc Bien sûr. il faut faire très très attention. C'est-à-dire qu'on doit vivre par l'exemple. Aujourd'hui, pourquoi il y a autant de mal-être dans les boîtes? Moi, ça fait évidemment quelques décennies que j'opère sur le marché. J'ai jamais vu autant de mal-être qu'aujourd'hui. Ah oui, on le lit Quand partout. on creuse, c'est pas que les gens veulent pas bosser, c'est qu'ils ne savent plus à quoi ils servent. Et donc, qu'est-ce qui manque le plus au quotidien? C'est de la sens utile. considération. Bien sûr. Simplement. Ça, c'est le mot central. Mais c'est le mot Mais central, c'est le mot essentiel. Et en 2013, j'avais écrit un bouquin qui s'appelait Le prix de la confiance, qui abordait déjà cela. Parce que la considération, c'est ce qu'on vient chercher. Et donc, si à un moment donné, je ne suis pas aligné sur mes valeurs d'homme ou de femme dans la vraie vie, et que dans l'entreprise, on me fait adopter un comportement qui est antinomique avec ça, et bien évidemment, je vais exploser en vol. D'où le burn-out, d'où le désengagement, etc. Et les plus jeunes, eux, sont beaucoup plus lucides et très tôt, puisque globalement, il y a un cap, 28-30 ans, et globalement, ils se réveillent, ils disent « Oh, je ne veux pas vieillir comme ça ». C'est ça. Et donc, je renverse la table. Mais bien sûr. Ouais, oui, Ah ouais, exact. aussi. Donc la considération pour vous, dans le nuage de mots qu'on a cité, c'est le mot central. C'est le mot essentiel. Être considéré. Bien sûr. Parce qu'on ne peut pas jouer avec la considération. Je ne peux pas dire je considère mes équipes et pas les voir. Combien de dirigeants et de DRH aussi passent plus de temps derrière leur bureau qu'au milieu de leurs troupes? Or, il faut rappeler aux dirigeants que quand tu as la chance d'accéder à un job, Eh oui. c'est pas parce que tu es dirigeant que tu es patron. Il y a une grande distinction entre dirigeant et patron, entre guillemets. Et donc, être patron, c'est être au milieu des équipes. C'est intéressant parce que la situation, vous êtes au milieu des équipes, on est en télétravail, on va sûrement le rester Oui. pendant un temps. Comment faire? Comment s'adapter à la situation? Ah ben c'est un formidable défi, sur Oui, tout ce qu'on est en train de dire, justement. Parce que aujourd'hui, le télétravail va nous imposer à tous de repenser la confiance. La confiance, on l'a justifiée par le présentéisme. Il y a plein de gens qui restaient même tard à leur boulot parce que il fallait, parce que pour faire bien par rapport au chef. Ouais, le Tout ça. présentéisme, hein, là, Mais c'était bien sûr. le chef m'a vu, donc c'est pas mal. Exactement, exactement. Or, par le télétravail, il va falloir repenser la notion de confiance. Comment j'agrège Bien sûr. à distance? Mais ça pose un autre problème. C'est comment, effectivement, via le télétravail, je perpétue les valeurs d'une culture d'entreprise. Ça, c'est un défi managérial. Bien sûr, et on va peut-être encore parler de communication asynchrone, Arnaud. Vous savez, la semaine dernière, on en avait Exact. parlé, qui peut être une des solutions. Bien sûr. bien La sûr, bien sûr. Merci Didier Pitlet. Oui, je vous en prie. La considération. Merci Voilà, pour ça, votre c'est un mot Considération. qu'il faut retenir pour les managers notamment et les cadres intermédiaires et les salariés tout simplement. Didier Pitlet, la révolution du nom, un nom écrit comme ça. Là, c'est vous qui l'avez peut-être d'ailleurs Avec un point d'exclamation. avec un point d'exclamation Voilà, aux absolument. éditions Erol, quand les salariés bousculent les lignes de l'entreprise. Merci de nous avoir rendu visite. La suite de nos programmes, Merci pour toujours votre avec invitation. Merci. les invités de Working Progress et Welcome to the Jungle. Travaillez demain avec un nouvel invité. Merci Didier. Merci à vous. Travailler demain. Alors là, c'est intéressant parce que dans le concept de vos invités, c'est une sorte de vision philosophique. Puis après, on rentre dans le concret avec votre invité. On va le rendre concret. Exactement, La tout à fait. considération, le Tout à fait, comme partage, l'échange et l'écoute. Exactement. En tout cas, on va essayer avec Christophe Bergeon. Christophe, bonjour. Bonjour à vous. Didier Pitlet vient de vous passer le livre. Mais j'imagine que vous connaissiez un peu la thématique, ou en tout cas, vous aviez parcouru un peu les bonnes feuilles, puisque vous êtes cofondateur de Zest Me Up, Exactement. une solution qui permet de stimuler l'engagement des collaborateurs et notamment des salariés, avec une particularité, c'est de collecter les feedbacks des salariés en temps réel. Expliquez-nous. Alors tout à fait. Moi, je suis le fondateur de Zest et le président. Zest, c'est un peu plus que ça, même que du feedback. Réellement, c'est repenser la gestion des talents en entreprise. Et ça commence par du feedback. Enfin, je suis tout à fait aligné avec ce que vient de dire Didier. On travaille sur les mêmes sujets.
C'est quelque part donner de la confiance, faire du retour, le feedback. Les Américains disent feedback is a gift. Nous, on le prend plutôt mal en France, c'est pas trop notre culture. Et pourtant, Dieu sait que ça permet de s'améliorer, de grandir. Donc Zest, c'est ça, c'est une plateforme qui permet de remonter tout type de feedback de la part des collaborateurs, mais finalement en temps réel, au fil de l'eau. En temps réel, au fil de l'eau. Mais on va Dans au-delà de n'importe ça. quelle situation, c'est plutôt en réunion ou dans n'importe quelle situation, Alors, je suis assis à mon poste. Il y a tout deux seul typologies et- de feedback. On va faire un feedback très structuré et puis des feedbacks au fil de l'eau. C'est ça, je suis à mon ordinateur, j'ai une idée, je l'envoie. D'accord. Quelque part, faire une mesure de l'engagement, sont des mesures scientifiques, c'est un feedback du collaborateur. Nous, on remplace en fait deux choses aujourd'hui dans les grandes entreprises. C'est l'enquête de satisfaction collaborateur traditionnelle, qui était faite une fois tous les ans, voire tous les 2 ans, 3 mois de préparation, 4 mois de débriefing. Donc, elle n'est pas du tout opérationnelle. Donc, nous, on fait ça en temps réel, plutôt tous les 3 mois, voire tous les mois. Donc c'est un tableau de bord beaucoup plus précis. C'est un tableau de bord très précis, activable par un manager, par un Donc il y a un patron. cadre quand même. C'est pas tous les jours. C'est encadré. Alors, Il y a des mais garde-fous. il y a aussi ce feedback au fil de l'eau, qui là est plutôt un feedback managérial, qui permet quelque part de dire voilà, tu as super bien bossé sur cette présentation, mais tu aurais pu améliorer telle et telle chose. Voilà. Les outils concrets, ce sont lesquels Le vote. On peut voter, on peut exprimer une opinion, mais j'imagine que c'est quand même encadré avec des bullet points. On peut noter son humeur aussi, j'ai vu sur... Complètement. sur la Alors, question. nous, c'est une véritable suite. C'est unique d'ailleurs en France et même en Europe. Les Américains, on a quelques concurrents qui font la même chose. D'accord. C'est-à-dire que On va jusqu'à la... on a une partie d'écoute Ouais. où on va vraiment comprendre en temps réel ce que pense le collaborateur. Ça, c'est des enquêtes, voire ces fameuses enquêtes d'engagement dont je vous parlais. Mais ça peut être du pulse. Demander l'humeur 1 fois par jour, 2 fois par semaine, donc sentir un peu ce qui se passe, ça fait remonter des signaux faibles et ça permet de travailler sur le turnover Christophe, des entreprises. Les DRH ou ceux qui vont récupérer ces infos, ils ont beaucoup d'outils informatiques. Ils doivent gérer les payes, ils doivent gérer la gestion humaine. Est-ce que c'est pas beaucoup finalement? Parce qu'une fois que les données sont remontées, c'est comme pour le renseignement pour la police, ensuite il faut les traiter. Et souvent c'est compliqué. Est-ce que c'est pas trop lourd à traiter tout ça? Alors non, parce que je pense que les outils qui sont actuellement sont des outils qui sont d'une ancienne génération et qui sont dépassés, qui permettent de regarder dans le rétroviseur et pas de faire du prédictif et de regarder ce qui va se passer. Nous plutôt, on va vous dire attention, Sophie, elle est en difficulté, elle va partir. Dans pas très longtemps de l'entreprise. Ouais, Si les fameux signaux D'accord. faibles. Elle n'est pas bien en ce moment, je Mais le est-ce que sens. Sophie va le dire? Est-ce que Sophie va vraiment le dire? Elle va le dire. Elle va le dire. Elle va, Elle va essayer Avec de le votre dire. outil, elle va le dire. Voilà, par différents biais, par les enquêtes d'engagement, alors on fait au-delà de ça, et c'est pour ça que je vais répondre autrement à votre question. On a 3 piliers dans notre suite, donc l'écoute, la réussite et le partage. Et comment ça marche? C'est plutôt que de donner aujourd'hui, nous vraiment on vient remplacer les outils traditionnels de SIRH qui vont plutôt vous dire combien vous avez d'employés, et encore difficilement, et combien écoutent. Nous, ce qu'on va plutôt vous dire, c'est Est-ce qu'ils vont bien? Est-ce qu'elle va bien? Ouais. C'est on va ça. dire à un patron d'entreprise, est-ce que tes employés ont compris ta stratégie? Est-ce que tes employés partagent ta stratégie? Est-ce que tes employés ont la pêche pour atteindre ta stratégie? Donc c'est tellement plus important et plus stratégique que de savoir combien on a d'employés. Donc c'est pas du chiffre, c'est pas du, mais c'est essayer de rentrer dans l'âme Alors, c'est du aussi collaborateur. quelque part, C'est un peu ça oui, l'idée. Ouais, c'est tout ça. à fait. Voilà. Et aujourd'hui, si on libère pas cette énergie, et on a une vraie difficulté dans les entreprises, on parlait de confiance avec de votre considération. et de considération avec votre intervenant précédent, Didier. Voilà, nous dans le feedback aussi, qu'est-ce qu'on fait? On fait un feedback positif en un clic. Ça s'appelle le MyZest. Vous dites merci, bravo, génial, avec un petit commentaire à un collaborateur. D'accord. Et ça, c'est hyper simple. Ouais. Et ça fonctionne énormément. Oui, ça revient un peu à la considération qu'on Oui, évoquait tout à bien l'heure. sûr, parce que la On nature- existe. Une dernière question, je ne sais pas quel temps Non, il nous reste. je voulais juste la nature du feedback que vous recevez de la part des salariés. Ils sont plutôt positifs, négatifs? Est-ce que c'est plutôt Sophie qui va pas bien tout le temps, ou est-ce que c'est aussi tout va bien? Je pourrais proposer d'ailleurs une idée aussi pour l'entreprise, pour essayer de la faire avancer. Non, mais globalement, c'est beaucoup plus positif que ce qu'on imagine. Donc il y a beaucoup de choses très intéressantes Ouais, c'est qui ça. remontent. Ouais. Le problème est vraiment de ne pas être écouté, de ne pas impacter, C'est ça. de ne pas être remercié. Voilà. Si on libère un Bottom peu up. l'énergie des collaborateurs, les dirigeants d'entreprise ont tout à y gagner en fait. Merci. Mais ils ne le font pas encore ou pas suffisamment.
Merci Christophe Bergeon, vous êtes le cofondateur, président de Zest Me Up, un outil révolutionnaire, en tout cas, ce sont vos mots, pour recentrer le collaborateur. Merci Mathieu Amaré, on se retrouve demain pour de nouvelles rencontres. Merci à vous. Tout de suite, eh bien, c'est la suite de nos programmes. Le cercle RH, vous le connaissez, c'est le débat. On s'intéresse à l'épargne salariale, à la participation. Comment réengager les collaborateurs à travers ces outils? C'est au cœur de l'actualité, puisque Jean Castex a évoqué qu'il n'était pas défavorable à libérer cette épargne un peu plus tôt que prévu. Évidemment, vous aurez compris pourquoi. Pour faire vivre nos PME. On en parle dans quelques instants avec mes invités avant cette courte pause. Le cercle RH, le débat quotidien de Smart Job. On s'intéresse à l'épargne salariale, à la participation, à l'intéressement. Les salariés connaissent, c'est un peu technique parce que chaque chose est évidemment rangée à des endroits un peu différents. On s'y intéresse à cette épargne parce qu'on parle beaucoup de l'épargne des Français. Vous savez, ces centaines de milliards qui ont été épargnés pendant le Covid. C'est vrai qu'il faudrait les faire vivre, ces milliards. Mais il y a aussi l'épargne salariale. C'est plus de 145 milliards qui sont en caisse. Alors, Jean Castex a dit récemment sur RTL qu'il n'était pas défavorable à l'idée que, on libère cette épargne plus tôt que prévu. Aux entreprises de se débrouiller. En un mot, aux partenaires sociaux de se mettre d'accord. Ça risque de prendre un peu plus de temps que prévu. On en parle. Ça fait toujours penser au général de Gaulle, l'épargne salariale, parce que c'est cette idée de créer une troisième voie entre les ouvriers et les patrons. On fait le point avec mes invités parce que c'est un sujet récurrent et c'est un sujet qui est là dans l'actualité. Carole Couvert, merci d'être avec nous. Bonjour. Habituée de l'émission, surtout des experts du vendredi, vice-présidente du CESE, ambassadrice à l'intéressement, à la participation, avec 2 autres ambassadeurs. On va y revenir. Votre travail, c'est de porter une petite mallette d'ambassadeur et d'expliquer que c'est utile de le faire, que c'est important pour l'entreprise, et on va vous écouter dans quelques instants. Mathias Bacchino, vous êtes déjà venu dans le cercle des experts le vendredi. Vous êtes directeur général associé de mesplacements.fr, ça c'est votre activité, et vous êtes le vice-président de la Fondation Concorde. On va écouter évidemment votre point de vue parce que vous êtes à la fois dans le monde de la finance et avec ce think tank. On essaiera de savoir si Jean Castex a raison de vouloir libérer l'épargne. Benoît Serre, merci d'être avec nous. Bonjour. Habitué de l'émission, vice-président de l'Association nationale des DRH et senior partner au BCG, le Boston Consulting Group, pour être complet. Il écrit, le général de Gaulle, depuis toujours, il l'écrit en 66, je cherche un peu à tâtons la façon pratique de déterminer le changement, non point du niveau de vie, mais bien de la condition de l'ouvrier dans notre société industrielle. Ce doit être le recommencement de tout, comme l'accès à la propriété, le fut dans notre ancienne société agricole. En un mot, le général de Gaulle dit, et il le disait dès 1941, pour éviter cette lutte des classes et ce choc social, il faut créer une troisième voie et permettre aux ouvriers de pouvoir avoir de l'intéressement, de la participation et de l'épargne. Carole Couvert, ça évoque quoi cette phrase du général de Gaulle, vous qui êtes l'ambassadrice de ces questions? Vous faites référence souvent au général de Gaulle? Elle fait sens encore aujourd'hui, bien sûr. et encore plus dans un contexte de crise que nous connaissons. Et c'est pas un hasard si avec François Perret de Pacte PME, Thibault Langsade, qui est le patron de Jouve, nous avons proposé de débloquer exceptionnellement et par anticipation l'épargne salariale des Français avec des conditions, en disant justement tout ce qui est prestations pour rénover sa maison, son appartement, pouvoir acheter un véhicule hybride, un véhicule électrique ou du gros électroménager. Ça, on peut le prendre, on a le droit. On fait cette proposition en disant jusqu'à 1,5 SMIC ou pour les salariés qui ont été au chômage partiel, on ne met pas de conditions, parce qu'on estime que ce déblocage va pouvoir leur permettre complément de pouvoir d'achat. Exactement, et rattrapage de pouvoir d'achat finalement. Et pour tous les salariés qui sont au-dessus d'1,5 SMIC, on met des conditions de déblocage pour que nous soyons sûrs que l'argent soit bien réinjecté dans l'économie et ne soit pas débloqué pour être de nouveau bloqué. La manne, c'est 145 milliards 144,8 milliards. Nous, on avait les chiffres de 2017, c'est 130. Et la collecte brute chaque année, c'est 15,5 milliards. Et le rachat, 15 milliards, ce qui fait que la collecte nette, c'est 500 millions. Et avec, rappelons-le, à des dates anniversaires pour récupérer cette épargne, comment ça marche? Ah oui, il y a des conditions de déblocage, c'est bloqué pendant 5 ans. Les conditions de déblocage, c'est se paxer, se marier, c'est également agrandir sa maison, mais avec un permis de construire. Voilà. Et nous, là, l'intérêt, nous avons livré 20 propositions donc à Bruno Le Maire, 20 propositions pour faire bouger les lignes. Parce qu'en fait, juste pour l'anecdote, à la base, nous avons été mandatés pour aller au contact des branches professionnelles, pour inciter les partenaires sociaux. Ils vont devoir en discuter, puisque exactement, le Premier ministre leur dit, allez-y, c'est entre vous. Pour inciter les partenaires sociaux qui représentent le patronat ou les salariés à négocier, et puis le confinement est arrivé, donc notre mission s'est interrompue d'elle-même. Et là, on s'est dit, plutôt que de ne pas travailler le sujet, profitons-en pour faire des propositions.
Et donc, nous avons remis ces propositions. On va y revenir. Oui, parce qu'en juin, le gouvernement était assez réticent. Oui, tout à fait. On y reviendra, réticent à l'idée de libérer cette épargne, ce qui est peut-être un paradoxe. Mathias Bacchino et Benoît Serre, cette question de l'épargne salariale, elle est centrale pour vous. C'est au-delà de ces aspects techniques, il y a un aspect philosophique, c'est le réengagement des collaborateurs. C'est de leur dire, vous êtes avec nous, on gagne de l'argent et on va faire ruisseler, on va partager. C'est ça l'idée. Alors, chez mesplacements.fr, un accord d'intéressement est en place depuis 2007. Donc là, il y a manifestement un bon élève. C'est une société que je viens de rejoindre, donc j'ai d'autant plus de facilité. L'intéressement, c'est quand la boîte gagne bien, évidemment, les salariés en profitent. Exactement, en fonction de résultats, entre autres liés au chiffre d'affaires, par exemple. Donc, il y a énormément d'entrepreneurs en France qui font ce travail-là d'associer leurs salariés aux résultats de l'entreprise. En revanche, il y a une vraie inégalité entre les petites structures. Clairement. Il y a 11% des salariés de sociétés de moins de 10 personnes qui ont un accord d'intéressement ou de participation et 60% pour les sociétés de plus de 50 personnes. Donc là, il y a une vraie inégalité sur les toutes petites entreprises. Il y aura probablement quelque chose à trouver. Dans la logique philosophique presque de cette condition de l'homme... c'est le gaullisme de gauche. Voilà, dont parlait... le général de Gaulle dans sa période sociale. Moi, je reviens à Saint-Exupéry, qui nous disait très souvent, donnez-leur une cathédrale à construire et ils s'aimeront. Et en fait, quand on a l'engagement comme ça au sein de la société collectif, tout est possible. On peut construire de très beaux monuments. Et on réengage et on donne envie. Ou reconstruire, ce qui est peut-être notre sujet à l'heure actuelle, puisqu'avec 65 000 faillites annoncées avant la fin de l'année par Euler Hermès, on n'aura probablement, malheureusement, pas grand-chose pour intéresser les salariés en France cette année. En revanche, c'est le moment de les projeter dans l'avenir avec ces sujets-là, indiscutablement. Benoît Serre, sans rentrer trop dans la technique, mais on est une émission où on peut entrer dans la technique, il faut bien distinguer participation, intéressement et épargne salariale. On a vu l'intéressement, placement.fr fait de l'intéressement, la boîte fait du chiffre d'affaires et on le répartit. La participation, c'est différent. Oui, en fait, le sujet du partage de la valeur, participation et participation au bénéfice. Le problème, c'est que le système fiscal français fait qu'une entreprise joue avec ses bénéfices pour des affaires d'impôts. Elle est fait baisser. Et donc, elle a tout moyen, parfaitement légal d'ailleurs, de faire baisser sa participation au bénéfice. C'est pour ça que, comme DRH, l'outil intéressement, il est beaucoup plus, en jeu de mots, intéressant que l'outil participation. Pourquoi ? Parce que c'est un outil qui permet de mettre une logique de critérisation pour distribuer de l'intéressement qui est directement liée à la stratégie de l'entreprise et pas uniquement au phénomène de fiscalisation ou pas de fiscalisation des typologies de bénéfices. Je vais vous donner un exemple. Vous vous souvenez, il y a 3 ans, je crois, le gouvernement précédent avait décidé de mettre une taxe supplémentaire sur les grandes entreprises. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça a immédiatement tapé sur la participation. Donc sur les pauvres salariés qui n'avaient rien demandé. En revanche, vous pouviez quand même, et c'est ce que j'ai fait moi quand j'étais DRH de la Massif, et je l'ai beaucoup fait quand j'étais chez Leroy Merlin, qui a encore une autre dimension de partage de la valeur, parce que Leroy Merlin, comme toutes les entreprises du groupe Mullier, est beaucoup fondé sur l'actionnariat salarié, qui est encore une autre dimension. Entreprise familiale, rappelons-le, qui n'est pas en bourse. Exactement. Donc l'intéressement, je trouve que l'intéressement est un outil absolument incroyable, parce que non seulement ça crée le partage de la valeur, mais également ça embarque, et c'est le sujet de l'engagement, ça embarque les salariés dans la stratégie de l'entreprise, puisque le partage de l'intéressement repose directement sur les orientations qui ont été prises. Ils sont obligés de la suivre, la stratégie. Ils sont obligés, non, mais ils ont un intérêt à la suivre. Bien sûr, et ça, c'est extrêmement important. Beaucoup plus que la participation. Le général de Gaulle l'avait fort bien défini. Mais comme le gouvernement se sert de la participation et du système des impositions, on peut imaginer que c'est moins intéressant. Par exemple, la baisse d'impôt de production, ce sera intéressant de voir si on la retrouve dans le partage de la participation. Et moi, je vous donne rendez-vous à un an, on ne la retrouvera pas. Enfin, faites référence concrètement aux annonces dans le plan de relance, puisque une des mesures, on l'avait évoqué sur ce plateau, c'est la baisse des impôts sur la production, pérenne au-delà de la crise Covid. Donc c'est une baisse de l'impôt, effectivement. Est-ce que ça aura un retentissement intéressant pour les salariés ? Vous n'êtes pas sûr, non, je ne le sens pas, mais parce que mais non, je ne le sens pas par malhonnêteté ou manque d'éthique de qui que ce soit. C'est que c'est pas l'outil principal sur lequel vous travaillez. Quand vous partagez de la valeur, quand vous faites ce genre de choses, c'est pour embarquer l'engagement des gens. Donc il faut les embarquer sur quelque chose qui leur parle. Et justement, l'intéressement permet des critères qui leur parlent.
Tiens, mettons les pieds dans le plat. Patrick Mignola, vous savez, c'est le président du groupe Modem. Là, on n'est plus avec le général de Gaulle. Ah non, on a changé de niveau. C'est pas pareil. Soyez respectueux à l'égard de Patrick Mignola. Oui, du général de Gaulle surtout. Et du général de Gaulle. Depuis une vingtaine d'années, dit Patrick Mignola, qui est un député et président d'un groupe, c'était dans l'hémicycle. La surrémunération du capital a conduit à des injustices notoires, en particulier pour tous les métiers du fer. Les travailleurs étaient en première ligne durant la crise sanitaire. Tout le monde s'est enfin rendu compte qu'ils étaient les moins bien payés. En un mot, il dit, et on l'entend depuis très longtemps, presque depuis une quarantaine d'années, on rémunère trop le capital, on rémunère pas assez finalement l'investissement productif vers les PME. Comment on fait, Carole Couvert et Mathias Bacchino? Comment on fait? C'est le discours aujourd'hui. Libérer l'épargne, il faut investir dans les PME. On va trouver une fiscalité nouvelle d'ailleurs, vous avez vu, on va baisser la fiscalité pour ceux qui veulent investir dans les PME. Ça n'a jamais très très bien marché, ce genre de choses. Mais oui, c'est belles idées, mais ça ne marche pas. Sauf que le partage de la valeur ajoutée, c'est un vrai levier de compétitivité. Comme vous l'avez dit très justement, que ce soit Benoît ou Mathias, c'est le meilleur moyen d'embarquer l'ensemble des salariés autour du projet d'entreprise, de l'associer au résultat. Et pour le chef d'entreprise, c'est la certitude de payer une fois le résultat atteint. Donc, c'est la chose la plus sûre. Ce qu'il dit, c'est que le capital est mieux rémunéré. On l'entend régulièrement dans les débats de campagne présidentielle. Comment on répartit entre actionnaires, salariés, comment on fait aussi des investissements pour s'assurer que l'entreprise continue d'évoluer. D'accord. À une époque, on disait un tiers, un tiers, un tiers. C'est ça. Nous sommes dans un contexte de crise qui est très particulier. Peut-être qu'il faut faire une pause sur les versements de dividendes et peut-être il faut se reconcentrer sur l'intérieur de son entreprise. C'était le débat il y a 3 mois. Oui, je sais, mais bon. On distribue pas, et aussi comment on fait, je dirais, percoler la richesse d'une entreprise. Oui, oui, c'est un débat. Aujourd'hui, ce dont les chefs d'entreprise ont besoin, c'est de stabilité, de visibilité, et en tout cas, le partage de la valeur ajoutée est au cœur du dispositif de relance. Là, on est au cœur du réacteur. Patrick Mignola. On associe tout le monde et on redonne du pouvoir d'achat. Oui, pouvoir d'achat pour consommer. Où effectivement, on permet de compléter un pouvoir d'achat qui a été renié par le chômage partiel, puisqu'on est à 84% du salaire net. Mais on a fait plein de propositions pour simplifier et aussi de vraies innovations, parce qu'aujourd'hui, dans les dispositifs, les indépendants ne sont pas dedans, les chefs d'entreprise sans salariés ne sont pas dedans. Nous proposons de leur ouvrir un plan d'épargne inter-entreprise dédié. Nous proposons, quand on dépose un accord en ligne, si l'administration ne répond pas sous un mois, qu'il soit réputé accepté. Voilà, on est vraiment allé pour simplifier la vie des chefs d'entreprise et faciliter le fait que ces dispositifs s'étendent. Et notamment dans les PME, un meilleur partage des richesses. C'est ce que dit ce député, qui dit tout ça c'est sympathique, mais il faut partager les richesses. Oui. C'est de ça dont il est question à travers cette participation et à l'épargne. On a tous en tête, c'est un point plus général, mais on a tous en tête la nécessaire réforme du capitalisme pour réinventer un capitalisme à la française. Certains ont essayé. Voilà, il y a eu des difficultés. Depuis le général de Gaulle, il est vrai, on y vient souvent. Et depuis le général de Gaulle, malheureusement, peu de choses ont été faites de ce côté-là. Opposer capital et travail, moi, ça me rappelle de mauvais souvenirs. Alors, j'étais très jeune, mais c'est quelque chose que j'essaye d'éviter, puisque on l'a vu dans les gouvernements précédents, quand le capital était massacré, il fuyait. Quand le travail est trop taxé, ce qui est le cas en France, c'est une évidence, il diminue. On a vu également les immenses difficultés auxquelles les entreprises font face cette année. Donc, je ne suis pas certain que les accusés ou l'opposition soient complètement utiles. Ensuite, si l'on veut, et ça c'est un vrai sujet, flécher l'épargne salariale. Alors j'allais y venir. Vers l'économie réelle. On l'emmène où, cette épargne? On a un vrai problème en France qui est un problème global, et là je remets ma casquette de conseiller en gestion de patrimoine. Les Français n'ont jamais été formés à la planification financière, à la planification de leur épargne. Ils ne savent pas faire. J'ai lu que ça partait sur les livrets LDD. C'est-à-dire qu'on prend de l'épargne salariale qu'on libère et ça va sur les LDD. C'est incroyable. Donc ça ne vit pas. Il y a un défaut de conseil autour de l'épargne salariale. On a tous été bénéficiaires d'épargne salariale, je pense, autour de cette table. Et on a tous reçu un formulaire où on nous donnait le choix entre 3 fonds maison sur lesquels mettre cette épargne souvent salariale. Incompréhensible, il faut le préciser. Personne n'y comprend rien, ça n'est pas expliqué, ça n'est pas transparent. Donc il y a un problème de pédagogie, il y a un problème de conseil. Et là, les grands banques assureurs et les grandes banques universelles à réseau doivent se poser les bonnes questions, parce que si elles ne le font pas, personne ne le fera.
Et on aura là un point de blocage évident du financement de notre économie. Une petite précision, le plan d'épargne entreprise, ils ont depuis 2018 l'obligation de le flécher en partie sur des fonds solidaires, personne ne le sait, mais il y a une obligation d'emmener cet argent, de le flécher non pas forcément sur des actions, mais sur des fonds solidaires qui vont à des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Et personne ne sait par ailleurs ce qu'est un fonds solidaire, puisque la finance ISR, comme on dit, est en pleine définition. Donc pour l'instant, on y trouve un peu tout et son contraire. Remède anti-crise ou pas ? Est-ce qu'on est, je le dis de manière un peu provocatrice, dans une forme de gadget qui rassure tout le monde, ou est-ce que c'est vraiment une arme anti-crise ? C'est-à-dire qui permet aux salariés de retrouver du pouvoir d'achat, de réinvestir dans des maisons, dans des voitures, bref, ou est-ce que... on en parle depuis 15 ans, le nombre de réformes de l'épargne salariale, ça fait longtemps. C'est sans doute d'ailleurs, une arme anti-crise, à la fois de manière collective, le fléchage, et individuelle. Pourquoi les gens ont mis 85 milliards d'euros en épargne pendant la crise et on devrait être à 100 milliards à la fin de l'année ? Parce qu'ils n'ont pas confiance. C'est exactement ça. Ils se protègent. Donc ça, il faut l'entendre. Donc à court terme, ça peut être effectivement les solutions de déblocage, ça peut être un élément. Mais c'est surtout un élément fondamental de transformation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas continuer à avoir, je suis tout à fait d'accord avec ça, cette espèce de débat où on passe son temps à opposer les trucs. Alors un coup, on a opposé la retraite par répartition et la retraite par débat archi-politique, très politique. On a opposé la RSE avec le développement économique. Exactement. Maintenant, on oppose le truc avec le truc. Les dividendes avec ceci. Sur le débat sur les dividendes, c'était pas tellement le fait de distribuer les dividendes des actionnaires, après tout. Pourquoi pas ? Ils ont investi, ils gagnent ou ils perdent selon les cas. C'était l'inéquité de traitement que ça pouvait donner comme sentiment. Je vais vous donner un exemple extrêmement concret qui permettrait de lier les deux. Vous savez qu'il y a un débat aujourd'hui, notamment dans les PME, mais pas que, sur les fameux accords de performance collective qui doivent permettre de passer Jean Castex a dit qu'il faut vraiment accélérer là. Oui, mais de passer la période en demandant aux salariés en l'occurrence un certain nombre d'efforts qui leur permettent de sortir. Moi, je trouverais assez intelligent de la part des pouvoirs publics de dire si vous liez votre accord de performance collective avec un nouvel accord d'intéressement qui permettra de redistribuer plus justement les gains que vous aurez fait parce que les salariés ont fait un effort. Donnant. Alors, vous bénéficierez d'un régime fiscal plus favorable ou n'importe quoi. Je trouve que ça, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, vous dites aux gens, bon, la société est dans une situation difficile, on va faire un APC, on va baisser votre salaire, augmenter votre temps de travail, enfin, selon les sujets, et à retour à meilleure fortune, vous gagnerez le droit de regagner ce que vous gagnez avant. Ouais. C'est un peu court, jeune homme, comme dirait l'autre. Et par conséquent, le deal est inéquitable. Il faut dire, voilà ce que je ferai des gains de compétitivité que j'aurais retrouvé. Il ne s'agit pas de tout donner aux salariés, il ne s'agit pas de tout donner à l'actionnaire, il ne s'agit pas de tout donner à l'entreprise. Mais de répartir justement. Mais de répartir intelligemment. Et je peux vous garantir que si le deal il est comme ça, les APC se passeront beaucoup mieux. Ça se passe pas très bien. Encore faut-il que, d'abord, les partenaires sociaux sont capables de les signer comme ils le démontrent depuis plusieurs semaines. Et la deuxième chose, c'est que c'est à l'État de prendre ses responsabilités. Et ça, c'est pas de la relance. Ça, c'est pas de la relance, c'est de la construction du futur, qui est de dire, les entreprises qui font l'effort de trouver un terrain d'entente avec leurs partenaires sociaux de manière majoritaire, il faut les aider, et d'équilibrer le partage de la valeur retrouvé grâce à l'APC, bénéficieront de tel ou tel système d'avantage fiscal, baisse du forfait social ou ce que vous voulez. Bien sûr, il y a toujours moyen de trouver. Mais c'est comme ça qu'on fera, non pas de la relance, mais de la construction durable. 2 minutes chacun avec Carole Couvert. Juste un point d'alerte là sur les questions de sortie anticipée du capital. Le 3 septembre, Jean Castex nous indiquait qu'il n'y était pas opposé. Là, je voudrais dire attention, parce qu'il ne faut pas faire les mêmes erreurs qui ont été commises sur le déblocage de l'épargne retraite des indépendants, qui a été validé cet été dans l'une des lois rectificatives, qui est une aberration. Pourquoi ? C'est-à-dire qu'on a permis aux indépendants de débloquer par anticipation leur épargne retraite. Ce qu'on appelle les contrats Madelin. D'accord. C'est pas les percos, hein ? Non, c'est les contrats Madelin. Et on leur a permis de le faire en leur disant, en fait, si vous retirez, vous pouvez retirer jusqu'à 8 000 €, mais si vous retirez, c'est taxé, c'est socialisé, et donc et l'année prochaine... Et je récupère 6 000, quoi. Exactement. Et je récupère 6 000. C'est 6 000, exactement. à peu près. Ouais. Donc en dessous de 2 000, ça va, mais en sachant qu'un indépendant gagne en moyenne 7 500 par trimestre, donc 8 000, c'est paraissait bien calibré. Sauf que c'est taxé, c'est socialisé. Donc il faut que ça soit défiscalisé. Et si l'on remet l'année d'après, on ne bénéficie pas de l'avantage fiscal. C'est hallucinant. C'est-à-dire, j'avais parlé de village Potemkin, de conditions sanitaires avec le port du masque en entreprise généralisée. Là, on est vraiment sur le papier carton de l'aide aux indépendants. Donc si on refait la même chose avec l'épargne salariale... En disant, on va quand même vous taxer. On va vous taxer, vous socialiser. Il y a la CSG, CRDS, moi, j'ai un truc en tête qui était très efficace, qui était une forme de participation. C'est la prime gilet jaune.
C'est ce qu'on a appelé la prime Macron. Je crois que c'est Xavier Bertrand qui avait fait cette proposition dans le débat public qu'il avait apporté à Emmanuel Macron. Cette prime-là, c'est de la participation, d'une manière déguisée, ni socialisée, ni fiscalisée. C'est un enjeu fort. Et qui va directement de la poche de l'entrepreneur à la poche du salarié. Mais bien sûr. Il n'y a pas de coût de friction, il n'y a pas tous les coûts que la bureaucratie française prend pour fonctionner. Et si on pouvait éviter... Et c'est de l'argent qui arrive en direct. Voilà. À 100% ou presque. Et si on pouvait éviter de faire la même erreur sur le déblocage de l'épargne salariale, ce serait bien. On a un mot que l'État ne se serve pas au passage. Carole Couvert, vous êtes d'accord avec cette idée qu'il faut que cette somme épargnée soit défiscalisée, c'est-à-dire que quand on retire ces 10 000 ou 15 000 euros pour investir, il ne faut pas qu'on en perde 3 000 en cours de route. Non, mais il faut être direct. Il y a deux sujets. Il y a la défiscalisation à la sortie et il y a le montant du forfait social au moment du placement. Il faut rappeler que sous l'ère Sarkozy, le forfait social est à 8%. Hollande, Sarkozy ont réformé aussi. Et François Hollande a fait passer à 20%. Exactement. Et donc, ce que demande Benoît Serre fait partie de nos 20 propositions. Nous avons proposé le fait qu'il y ait le retour à bonne fortune qui soit anticipé pour donner des perspectives et garder la motivation intacte. Et nous avons fait 2 innovations. Une proposition de création d'un fonds de cession-reprise d'entreprise, justement dans la perspective d'un certain nombre de liquidations de faillite d'ici la fin de l'année. Donc on puisse plus facilement sortir pour reprendre avec Alors en cette fait, somme. l'idée, ça serait que les sommes soient intégralement placées sans forfait social à 0, et qu'elles ne soient débloquées qu'au moment de la cession d'entreprise. Deuxième proposition, de pouvoir flécher le financement vers un fonds qui serait PME France, pour venir vraiment financer les J'allais dire, c'est très à la mode ça. Et là aussi, 0 forfait social. Voilà, ça fait partie de nos 20 propositions. On a essayé d'être simple, d'être innovant. Il vous reste 20 secondes. Je ne vous ai pas posé la question, quand vous les avez rencontrés en juin, pourquoi le gouvernement était réticent alors que là, aujourd'hui, il veut qu'on libère cette épargne salariale? Qu'est-ce qui bloquait? Je pense que ce qui bloquait, c'est que certains leur disaient il ne faut pas refaire ce qui a été fait au moment de la crise financière de 2008. Ah, c'est ça. Et nous, on leur a dit mais justement, on en a tiré les enseignements puisqu'on met des conditions de déblocage. En 2008, il n'y avait pas de conditions. Exact, c'était sans conditions. Donc on a condition. tiré les enseignements de ce qui s'est passé et on a essayé avec des critères environnementaux, vous l'avez dit, on ne va pas revenir sur les critères environnementaux en fléchant pour pas que les produits achetés soient des produits chinois, pour le dire. Il faut du temps, il faut faire de la pédagogie, il faut que ça mûrisse et j'espère que ça va arriver maintenant. En tout cas, vos propositions rejoignent l'actualité. Tout à fait. On est au cœur de l'actualité. Merci Carole Couvert, merci vice-présidente du CESE, ambassadrice avec 2 autres ambassadeurs sur ces questions de l'intéressement, de la participation, et vous travaillez d'arrache-pied là sur ces questions. Merci Mathias Bacchino, directeur général associé de mesplacements.fr, et puis on l'a entendu, vice-président de la Fondation Concorde. Merci d'être venu, puis merci à Benoît Serre, le vice-président de l'Association nationale des DRH. On termine par fenêtre sur l'emploi, on va parler des algorithmes. Ils font peur à tout le monde, ces algorithmes. C'est le recrutement prédictif. On accueille évidemment notre invité dans quelques instants. Le recrutement prédictif dans Fenêtre sur l'emploi, vous savez, c'est les chiffres de l'emploi, la situation des cadres, l'état du marché de l'emploi. Là, on s'intéresse et on fait un focus sur un élément un peu technique avec David Bernard. Alors, vous êtes maintenant un peu un habitué de l'émission, puisque vous étiez là il y a quelques jours. Vous êtes le fondateur et le CEO d'Assess First. Assess First, c'est ça, absolument. Créé en 2002. 2002. Donc vous êtes une entreprise qui est assise. Rentrons dans le vif du sujet. Vous faites du recrutement prédictif. C'est ça, un recrutement prédictif. Ça fait hyper peur quand on dit ça. Ok. Alors, le recrutement prédictif, donc qu'est-ce que c'est ? C'est en gros une méthode, une approche qui va permettre d'anticiper, de prédire, comme son nom l'indique. Donc 2 choses, c'est la capacité des personnes à réussir et la capacité également à être engagées et heureuses dans les jobs pour lesquels on les recrute, tout simplement. Quand on dit algorithme, évidemment, ça fait peur parce que c'est les algorithmes d'Amazon, c'est tout ce qui nous arrive en pop-up. On se dit, les algorithmes, on n'en veut plus. Vous vous appuyez sur des algorithmes et vous y rentrez, j'imagine, à travers ce candidat, des multitudes d'informations. C'est quoi les critères que vous rentrez dans la machine ? En fait, quand on s'intéresse à la détection du potentiel, il y a plusieurs facteurs qui peuvent être intéressants à prendre en compte. Nous, on va s'intéresser particulièrement à 3 facteurs. Donc, il y a tout ce qui a trait aux capacités cognitives. Donc là, on est vraiment dans la faculté à acquérir des nouvelles connaissances, des nouvelles compétences. Donc, c'est un peu ce que je peux faire. Ensuite, les motivations, ce que je veux faire. Et la personnalité, comment je vais me comporter, que ce soit en situation normale ou de stress. En termes de temps et d'organisation, tout ça, ce sont des tests qui sont faits sur le candidat. Le candidat se présente, si j'ai bien compris, mais s'il dit « moi, j'ai pas du tout envie de faire ces tests », comment ça marche ? Il n'est pas recruté ? Alors, il a la possibilité, s'il le souhaite, de ne pas se prêter à l'exercice. Après, bien évidemment, si le process de recrutement nécessite la passation de cette méthodologie, oui, ça va être compliqué. Donc, ça veut dire que l'entreprise vous mandate et vous dit « voilà, moi, je veux utiliser votre méthodologie. Ce sont les fourches codines, le candidat s'y plie ». On est bien d'accord ?
D'accord. Alors en fait, nous, on ne fait pas d'évaluation pour nos clients. En fait, on met à leur disposition une solution. Alors, absolument, ils sont totalement autonomes. Et c'est hyper important, notamment parce que avant de recruter, il faut bien définir ce que l'on recherche. Et donc, ils ont la possibilité également, au travers de ces fameux algorithmes, eh bien, d'identifier les facteurs clés liés au succès et à l'engagement et à la satisfaction dans le job. Alors vous faites grincer les dents des DRH qui disent certains, oui. Qu'est-ce que c'est que cet outil? Nous, on n'en a pas besoin. Nous, on est dans l'humain. Ce qui compte, c'est ce qui va briller dans l'œil. Qu'est-ce que vous leur répondez à ces DRH? En fait, le truc, c'est qu'on a tendance... Vous êtes au courant de ces critiques? Je les entends tous les jours, donc forcément. Mais l'idée, en fait, c'est qu'il faut bien comprendre qu'au contraire, les algorithmes, ça va permettre de remettre davantage d'humains au centre du processus de recrutement. Pourquoi? Parce que, en fait, il y a beaucoup de biais qui peuvent jouer dans un recrutement. C'est-à-dire que même rien que pour définir le profil qu'on va rechercher, comment est-ce qu'on va sélectionner? Est-ce qu'on va rechercher quelqu'un qui a du leadership, qui est extraverti, qui organise et qui est créatif? En fait, souvent, on va projeter l'image que l'on se fait du candidat idéal. Alors que quand on regarde sur le terrain qu'est-ce qu'il se passe concrètement, là on peut avoir des différences assez extraordinaires parfois. Prédictif, ça veut dire que vous êtes capable de prédire. Elle se trompe la machine ou à chaque fois vous tombez juste? C'est-à-dire que l'entreprise vous dit, moi votre outil a très bien marché parce que j'avais prédit qu'il allait avoir une progression et ça a marché ou ça ne marche pas? Alors, ça bug. Alors on n'a pas encore inventé la boule de cristal, je vais dire. C'est Minority Report votre truc? C'est pas tout à... Alors, non, c'est pas complètement Minority Report. En fait, on va avoir raison, entre guillemets, dans 85% des cas. Donc on a une marge d'erreur qui est de 15%, mais il faut le remettre, on peut se dire c'est beaucoup, mais il faut le remettre en perspective par rapport aux échecs qu'on a dans le recrutement. Parce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, après simplement, je crois que c'est après 6 mois, on a 17% des contrats qui sont rompus. Après un an, c'est 34%. Et après 18 mois, c'est 46%. Et j'ai lu parfois dès le premier jour. Il y a un taux énorme de rupture de contrat dès le premier jour. On entre et on se bat. Juste, vous êtes associé dans une entreprise. Ça vous tente je dirais, le recrutement prédictif? Est-ce que vous aussi, vous recrutez? Je dirais que quelque part, c'est pas simple à exprimer, donc je vais essayer d'être clair, mais en gros, un algorithme, effectivement, peut remettre de l'humain parce que la dimension humaine du recrutement est, pour les managers, en général, quelque chose de très difficile. Les gens ne sont pas forcément à l'aise avec le fait de se dire, est-ce que cette personne... Travailler sur des caractères, des attitudes. Il y a beaucoup de managers qui ne sont pas très à l'aise avec ça. Et l'algorithmie peut aider le manager, le décomplexer. Ça l'accompagne, quoi. Et l'accompagner. Je vois ça plus comme un recrutement augmenté. C'est exactement ça. Voilà. On parle souvent, intéressant. Quand on présente la solution aux recruteurs, justement, l'idée, c'est de leur dire, ça permet d'augmenter vos capacités. Au final, c'est pas l'algorithme qui va prendre la décision. Le recruteur et le manager opérationnel ont le dernier mot. Mais après, l'idée, c'est de se dire, est-ce que simplement je me satisfais du CV, j'ai quelques lignes, j'ai le passé, j'ai un passé révolu de ce qu'a fait la personne, des expériences et ainsi de suite, ou est-ce que je décide de voir qui elle est et surtout le type de personne qu'elle pourrait devenir placée dans le bon contexte. Donc c'est quand même l'idée de ce qu'elle pourrait devenir, on est bien d'accord. Absolument. J'imagine qu'il y a quelques lignes avant de nous quitter qui fait cette projection. L'outil propose ça. Stéphanie Dubois pourrait, si elle était placée à ce poste, devenir ça. Ah oui, complètement, bien sûr. L'idée, en gros, c'est d'ouvrir des perspectives. Parce qu'on peut avoir tendance, sinon, en se basant sur le profil d'une personne, à faire du copier-coller, à se dire, bon, voilà, elle a eu l'expérience, je vais lui faire refaire la même chose. Alors qu'en fait, on se rend compte que, encore une fois, placé dans le bon contexte, les individus sont capables de révéler leur potentiel, de révéler leur talent. De se transcender, pour utiliser un mot un peu philosophique et spirituel. Merci David Bernard, le CEO d'Assess First. Je l'ai bien dit. Vous l'avez très bien dit. Je l'ai bien dit. Assess First. Merci à vous deux d'être restés avec moi. Carole Couvert, Mathias Bacchino, merci de m'avoir accompagné. Merci à vous qui nous regardez. Merci à toute l'équipe et à Fanny Griesmer. On se retrouve demain, vous savez, évidemment, en direct. Je serai là, même heure, même lieu. Portez-vous bien. Bye bye.